Nous reprenons le cours de notre libre journal, sachant que nous allons maintenant élargir les sujets que nous traitons. Ce sera le rendez-vous politique de la réinformation, mais nous allons commencer par lire les messages des auditeurs qui sont arrivés à la fin de la première partie, et nous y répondrons. Donc ces messages portent évidemment sur l'actualité immédiate qui fait suite aux attentats commis contre Charlie Hebdo mercredi et l'épicerie cachère vendredi. Jacqueline. Alors un auditeur, bravo à Monsieur de Lesquin qui fait une émission superbe, qui dit beaucoup mieux que moi ce que je pense. Que serait-il passé si les mêmes deux frères Machin avaient fait la même chose chez Minute? Un auditeur, tout à fait d'accord avec Henri de Lesquin. Hier, 11 janvier, moi non plus, je n'ai pas manifesté avec les « Je suis Charlie ». Mais le matin, j'ai participé à un rassemblement à Montrouge, à l'appel du FN 92, à la mémoire de Clarissa Jean-Philippe, la femme policier assassinée. Bravo pour votre approche et ces questions. Comme toujours, c'est un excellent antidote aux mensonges des autres médias. Un auditeur... Charlie Hebdo, c'est une incitation à la haine. Bravo à Monsieur de Lesquin, c'est excellent ce soir. Un auditeur, bonsoir. Les journaux américains font la différence entre caricature et insultes gratuites uniquement destinées à offenser les desseins de cette publication. Et de cette publication me semble relever le plus souvent de la seconde catégorie. Autant la caricature véhiculant un réel message positif ou négatif relève de la liberté d'expression, autant l'insulte relève du droit commun, en supposant que la justice daigne s'y intéresser. Qu'en pensez-vous ? Un auditeur à Charlie Hebdo, il y a eu Ciné, qui a été viré du journal pour son intention de faire une caricature sur le fils de Sarkozy, disant « Il ira loin ce petit ». Un auditeur de à l'occasion de ses épousailles avec une fille d'Arty. Voilà. Et de sa conversion au judaïsme. À l'occasion. Un auditeur de Radio Courtoisie, je me pose la question, les renseignements généraux ont-ils laissé faire ? Non, bien sûr que non. Un auditeur, Henri de Lesquin, a fait ce soir une excellente analyse. Je suis effondré devant le niveau des Français qui ont fait de Charlie Hebdo leur idole. Aidez-nous à soutenir Radio Courtoisie pour qu'elle ait davantage de public. Monsieur Le Gallou, la censure, c'est pour protéger le bien contre le mal, la vérité contre l'erreur. Ceux qui ne comprennent pas, ce sont des libéraux. Et le libéralisme est un péché. À tout péché, miséricorde. Et là, plusieurs messages qui disent à peu près la même chose. Je vous lis le dernier. Ces manifestants étaient à 98% blancs, plurigénérationnels, de la même famille, avec poussette pour les nouveau-nés. C'est donc une extension des manifs pour tous et même une victoire des manifs pour tous. En effet, le nombre était double et la spontanéité régnait du fait du manque de mots d'ordre. Bonne et heureuse année 2015 pour Radio Courtoisie. Pas parce que c'est très difficile. Un auditeur, la seule radio qui essaie encore de maintenir la distinction entre les prétextes et les raisons, entre les causes et les conséquences, c'est sans conteste Radio Courtoisie. C'est elle encore qui lutte contre le courant de l'hystérie décérébrante des gros médias sous perfusion de l'argent public et des banquiers qui se prennent pour des politiciens et des politiciens amis des banquiers. C'est pour cela qu'il faut lui souhaiter une bonne année de plus et accompagner les vœux d'un soutien plus conséquent, même s'il n'est pas aussi élevé qu'on souhaiterait. Et encore, lui témoigner toute notre gratitude pour l'air frais qu'elle nous apporte dans un climat de plus en plus délétère. Merci. Alors, un auditeur, ne pensez-vous pas qu'avec l'énorme succès de la manifestation d'hier, premièrement, Hollande risque de remonter dans les sondages et reprendre espoir pour se représenter en 2017. Deuxièmement, que les participants à la manifestation prévue fin janvier, aussi nombreux soient-ils, risquent de faire pâle figure en face des masses réunies hier, aussi bien à Paris qu'en province, cordialement. Un auditeur de Radio Courtoisie, sous le régime soviétique, dans les républiques d'Asie centrale, est-ce que l'islam pouvait être librement pratiqué, les mosquées ouvertes, et que pensaient Lénine, Trotsky et Staline de l'islam? Merci pour l'émission.
Et puis, donc, il faut venir nombreux assister à la manif contre le terrorisme islamique, place de la Bourse le dimanche prochain à 14h30, à la demande de riposte laïque et de résistance républicaine. Si, c'est pas interdit. Hein. Non, c'est autorisé. Alors, rapidement, un auditeur nous dit qu'il faudrait que le libéralisme est un péché condamné par le syllabus de Pie IX et que par conséquent, il faut la censure pour protéger le bien contre le mal. Cher auditeur, dans quel monde vivez-vous ? Si nous vivions, vous avez le droit de vouloir vivre dans une théocratie catholique, un régime qui respectait exactement la morale catholique partout, mais vous n'y êtes pas, sinon Charlie Hebdo n'existerait même pas. Donc, en vous prononçant pour la censure, vous donnez une arme à nos adversaires, aux adversaires de ce à quoi vous croyez. Aujourd'hui, malheureusement, il faut accepter la plus grande liberté d'expression, et on ne peut l'accepter que si on la voulant totale dans le domaine privé. Dans le domaine public, j'ai fait part tout à l'heure de mes réserves, je pense qu'on a le droit effectivement d'une certaine protection contre l'outrage aux bonnes mœurs. Cette observation me permet de répondre à l'autre question qui fait une distinction entre l'insulte et la caricature. Ce qui est grave depuis 1972, c'est qu'on a rendu coupable, du point de vue pénal, qu'on a puni par la loi, l'injure collective. L'injure collective. Alors on peut encore dire les bourgeois c'est comme des cochons dans la chanson de Jacques Brel, mais on ne peut pas dire les juifs c'est comme des cochons. Ça c'est puni par la loi. Autrement dit, ce qui était toujours valable, c'était que lorsqu'une personne est injuriée ou diffamée, lorsqu'on dit c'est un salaud, lorsqu'on dit qu'il a volé, cette personne peut porter plainte pour diffamation ou pour injure et faire condamner l'auteur des propos diffamatoires ou injurieux. En revanche, depuis 1972, on a élargi considérablement cette notion d'injure et de diffamation en l'appliquant à des catégories entières. Il est interdit d'injurier des catégories selon une vingtaine de critères maintenant, dont bien sûr la race, l'ethnie, la religion. On peut injurier des classes sociales, mais pas des races ou des ethnies. Donc je crois que ce que je regrette et ça montre d'ailleurs le niveau du débat, c'est qu'on a parlé de liberté d'expression, mais à cette occasion, personne, pas même le Front National, n'a demandé l'abrogation des lois liberticides, des lois scélérates. Or c'était la première chose à demander. Moi je veux bien que Charlie Hebdo ait la liberté d'expression, mais je voudrais aussi que Radio Courtoisie ait la liberté d'expression. Je voudrais aussi que tous les Français puissent parler librement de l'immigration, et donc je voudrais que l'on abroge les lois scélérates, dont la première est la loi Pleven de 1972. Bien. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que j'ai été condamné par le CSA pour avoir dit que l'islam était incompatible avec l'identité nationale de la France. Ce qui est quand même incroyable. Bon, alors je suis en procès devant le Conseil d'État, mais je ne vous garantis pas que j'obtiendrai satisfaction devant le Conseil d'État, compte tenu de sa jurisprudence récente. Donc je trouve inadmissible que les gens se mobilisent, les mêmes qui se mobilisent pour Charlie Hebdo, pour que Charlie Hebdo puisse débiter n'importe quelles horreurs, réclament au contraire une aggravation de la restriction de la liberté d'expression pour tous ceux qui pensent à droite. Et j'allais dire pour tous ceux qui pensent droit. Ou tous qui pensent tout court. Ou tous qui pensent tout court, peut-être. Je salue Arnaud Menu. Arnaud Menu, nous avons longuement parlé des événements d'hier et de la semaine dernière. Est-ce que vous avez un commentaire à ajouter à tout ce qui a été dit à l'antenne, que vous n'avez peut-être d'ailleurs pas entendu, parce que vous venez d'arriver dans l'émission après la pause technique? Voilà, déjà, bonsoir et mes meilleurs voeux aux auditeurs de Radio Courtoisie et à toute l'équipe de Radio Courtoisie. J'ai oublié de dire qui vous étiez, Arnaud Menu. Vous êtes journaliste, vous êtes rédacteur en chef de Délit d'Images. De Novopresse également. Surtout de Novopresse. Je suis rédacteur en chef de Novopresse. Sauf que vous n'êtes pas sous le nom d'Arnaud Menu à Novopresse. Exactement. Mais bon, c'est la même personne. C'est Arnaud Nodin, excusez-moi, mais... Voilà, effectivement. Alors, donc, votre double identité n'est pas un secret. Voilà, ma double identité... Arnaud Menu, alias Arnaud Nodin, c'est Novopresse et Délit d'Images. Voilà, voilà, tout à fait. Donc, pour ajouter aux événements d'hier, effectivement, ce qui est intéressant de rappeler Délit d'Images, c'est qu'il me semble que les mêmes parangons de vertu
vertus s'agissant de la liberté d'expression. Comme le rappelait notre ami Jean-Yves Le Gallou hier sur un des réseaux sociaux les plus actifs, ne sont pas, montrés très actifs pour défendre notre ami Miège, quand notre ami Miège a été poursuivi C'était pour... Twitter, je l'ai vu sur Twitter, oui. Voilà, et quand notre ami Miège a été poursuivi pour malgré tout un dessin bon enfant s'agissant de l'actuel garde des Sceaux, qui était caricaturé en singe, d'autant que le... Oui. Mais non, même pas. Le dessin de Miège, pardon. Et même plus bon enfant que la caricature de Charb. Le dessin de Miège, c'est un petit singe qui se plaint auprès d'un juge d'être comparé à Taubira. Voilà. Un petit singe gentil, bon voilà. C'est un dessin bon enfant, d'autant que le Charb, un des dessinateurs assassinés à Charlie Hebdo, donc la semaine dernière, ces derniers jours, lui avait délibérément caricaturé Christiane Taubira en singe. Et comme par hasard, lui-même n'avait pas été poursuivi. Non, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression d'une sorte de sidération, je dirais, assez incroyable depuis les événements de mercredi dernier, puisque j'ai l'impression que les mêmes qui, effectivement, ne cessent de parler de liberté d'expression et de défiler tels des moutons pour la liberté d'expression, sont les plus hostiles à la réelle liberté d'expression, puisque ce sont les mêmes qui, quelques jours auparavant, trouvaient normal d'interdire d'antenne sur les télévisions Éric Zemmour, et ce sont les mêmes qui, quelques jours avant l'action des terroristes islamistes à Charlie Hebdo, voulaient interdire de publicité et de promotion Michel Houellebecq. Comme quoi, et depuis mercredi, il n'y a pas plus favorable à la liberté d'expression, en tout cas liberté d'expression permise, comme vous l'avez rappelé un instant, par un certain nombre de lois, en tout cas restreinte de plus en plus par un certain nombre de lois depuis une quarantaine d'années. Donc il y a une espèce de sidération absolue, à la fois de voir des gens qui ne cessent de se présenter comme parangons de vertu s'agissant de la liberté d'expression, et en même temps, dans le réel, être les plus politiquement corrects et les plus hostiles à la réelle liberté d'expression. Oui, on est en pleine hypocrisie, oui. Qui veut intervenir sur ces fortes remarques d'Arnaud Menuire ? Bon, non, vous avez tout à fait, à court terme, vous avez tout à fait raison. On peut dire qu'une certaine ultra-gauche, dans la conformité absolue à la société ouverte, multiculturelle et tout ce que l'on veut, se soucie de voir son monopole entamé ou menacé, et elle est effectivement en train de se durcir, et à certains égards, on peut craindre le pire dans les semaines qui viennent. Ce que je crois simplement, c'est qu'on ne peut pas indéfiniment fuir le réel. Et le réel, il s'est rappelé la semaine dernière, je veux le dire un peu brutalement, mais enfin, ce qui était une chance pour la France, c'est quelquefois un peu compliqué. Je pense qu'ils sont des millions de Français à se l'être dit. Je crains fort, si j'écoute mes amis professionnels de sécurité ou de la lutte antiterroriste, je crains fort que nous n'ayons à vivre dans les semaines ou dans les mois à venir d'autres épisodes. Et là, vous verrez probablement qu'on aura l'inquiétude inverse. On n'est pas en guerre avec l'islam. Je crois que la majorité des musulmans présents en France veulent vivre dans la paix, dans le respect de leur religion et de leur foi, mais veulent vivre en paix. Et je vais vous dire une chose. Je suis convaincu que la France, qui a manifesté hier, mais je suis convaincu aussi qu'une partie de tous ceux qui ont à corps et à cri tellement vanté cette France pluriethnique, etc., seront les premiers, une fois qu'ils se sentiront menacés, seront les premiers à crier et à appeler à la guerre civile. Et je ne suis pas sûr que la France ne puisse pas déraper gravement dans les temps à venir. Je vais vous dire, ça a peut-être choqué certains de vos auditeurs, je ne suis pas certain que les hommes et les femmes d'État, dans les temps à venir, n'auront pas d'abord à protéger nos amis musulmans. Parce que je pense que les choses peuvent aller extrêmement vite. Franchement, je suis extrêmement dubitatif sur vos pronostics, Hervé Juvin. Je crois que si nous en sommes dans les scénarios plausibles, malheureusement, le scénario du camp des saints est le plus vraisemblable. C'est-à-dire l'avachissement de nos classes dirigeantes est tel. Alors, le livre de Houellebecq que j'ai lu pour cette émission, en me forçant un peu, parce que c'est pas un bon livre, Houellebecq n'est vraiment un écrivain surfait, a quand même le mérite de raconter un scénario qui n'est pas plausible en lui-même, mais qui est une esquisse de scénario plausible. Alors je voudrais peut-être, pour éviter aux auditeurs de Radio Contre-Vide d'acheter ce livre, que je leur déconseille d'acheter,
Parce que d'abord, mais qu'on trouve de manière numérique assez facilement. Non, mais je leur conseille même de le lire. Alors d'abord, une première raison, excusez-moi, je vais vous paraître pudibond, mais ce livre, 10% à peu près du livre, est consacré à de la pornographie de bas étage, la plus sordide existante. C'est Houellebecq. Voilà. Non, mais ce n'est pas de l'érotisme poétique, c'est de la pornographie à vomir. Voilà, Houellebecq, c'est ça. D'abord, 10% du texte. C'est quand même beaucoup. Bon, deuxièmement, cet écrivain n'a pas de style. Alors, il y a des passages qui ont dû être écrits par la personne qu'il cite à la fin, qui devait être son nègre, qui doit être une normalienne, qui connaît... Sachant écrire. Qui connaît Huysmans. En bref, je crois qu'il est intéressant, puisque c'est un événement d'actualité aussi. Hein. D'ailleurs, la sortie du livre de Houellebecq, c'était le jour de l'assassinat des gens de Charlie Hebdo. C'était mercredi dernier. Eh bien, l'histoire est la suivante. Donc, c'est le personnage central qui a un intérêt limité. C'est un universitaire qui est spécialiste de Huysmans. Et alors, ça se passe en 2022. Alors, on apprend qu'en 2017, Hollande s'est fait réélire président de la République parce que, dit Houellebecq de manière scandalisée, enfin Houellebecq à travers son personnage, François, il a fait monter le Front National, en sorte que, si on comprend bien, Sarkozy, qui était candidat, a été éliminé au premier tour, et qu'il y a un second tour Hollande, Marine Le Pen, et c'est Hollande qui a gagné. Bon. Ce qui n'est pas totalement invraisemblable, entre parenthèses. Hein. Et nous sommes en 2022, donc Marine Le Pen se représente, elle fait 35% des voix au premier tour. L'UMP, représenté par Copé, est éliminé avec 15% des voix. Et le PS... et le parti musulman, la fraternité musulmane, d'un certain Ben Abbès, sont à égalité à peu près à 23-24% des voix. Et au dernier moment, après des recomptages des bulletins, c'est la fraternité musulmane qui arrive avant le Parti socialiste. Donc le second tour se fait entre Ben Abbès, au nom du Parti islamique, du Parti musulman, et Marine Le Pen de l'autre côté. Et entre les deux tours, il y a une alliance de Front républicain. Houellebecq aime beaucoup Sarkozy et il n'aime pas Bayrou. Alors, il explique que Bayrou est le dernier des crétins, que Sarkozy est quelqu'un de très bien. Et, bien que ce soit Sarkozy qui fait venir les musulmans, passons sur la chose, et pas Bayrou. Et donc, Bayrou va être nommé Premier ministre par Ben Abbès s'il est élu président, et autour de ce tandem se constitue un front républicain. L'UMP, le PS s'allie avec la fraternité musulmane pour s'opposer à Marine Le Pen, et donc c'est Ben Abbès qui est élu président de la République. Et à ce moment-là, ça n'est pas du tout, en fait, de manière assez ambiguë, le livre présente les choses comme une évolution vers l'islamisation de la France, qui est plutôt sympathique. Bon, alors évidemment, les femmes... sont obligés de s'habiller de manière un peu plus décente. Et puis, la Sorbonne devient une université islamique, financée par l'Arabie Saoudite. Et à la fin, le héros se convertit à l'islam pour faire une carrière universitaire. Et pour avoir un revenu, un traitement triplé par rapport à ce qu'il avait après avoir été mis à la retraite. Voilà l'histoire. Bon, entre-temps, on apprend que l'islam a pris en main l'éducation nationale en divisant par 3 les crédits donnés à l'éducation. Enfin, tout cela, si vous voulez, ça n'est pas une grande réflexion philosophique et historique. Et ce livre est promis en raison de la grande publicité qui lui a été faite à un grand succès. Il n'apporte pas grand-chose. Il n'apporte pas grand-chose. Et je répète, sur le plan littéraire, je ne comprends pas comment Houellebecq peut avoir une telle réputation. Voilà. C'est même un peu malsain. C'est malsain. C'est un livre malsain. Malsain. C'est un livre malsain à tous égards, comme Houellebecq est malsain. Il suffit de voir le personnage. Enfin, franchement, c'est une espèce de clochard, Houellebecq. Hein. Arnaud Meunier, avez-vous lu le livre ? Non, je ne l'ai pas lu, mais moi, je suis un lecteur des premiers Dantec. Mais moi, je vais faire... Et Houellebecq ? Oui, mais Dantec peut-être aussi, mais... Mais oui, Dantec aussi, mais parce que je pense que les deux auteurs sont intéressants sur cette question-là, et y compris sur la question sur les rapports qu'ils ont spécifiquement sur la France. Moi, les premiers Houellebecq, je les avais appréciés, mais effectivement, j'ai pas encore eu le temps de lire Soumission, je vais le lire, mais ce que vous m'en dites m'étonne pas, parce que ça a toujours été la trame de Houellebecq. C'est que Houellebecq, il a même dans Extension du domaine de la lutte ou Particules alimentaires, qui sont à mon avis les deux seuls vraiment livres intéressants, parce que même Plateforme, c'est déjà une redite. Moi, j'ai pas pu lire La possibilité d'une ligne, ça avait vraiment tombé des mains, et j'avais pas lu, par contre, j'ai pas lu les derniers, notamment La carte et le territoire. Mais ça a toujours été ça, Houellebecq, c'est-à-dire que grosso modo, sa logique, c'est à quoi bon. Il dit que c'est une espèce de
description un peu molle d'une évolution de la société sur laquelle il veut absolument pas du tout intervenir. Mais par contre, il a de très bons passages. Mais pour moi, le meilleur, ça reste quand même l'extension du domaine de la lutte. Qui est dénonciateur d'une manière terrifiante. Mais qui est négatif. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de lueur d'espoir dans l'extension du domaine de la lutte, qui, à mon sens, mais je partage cela avec vous, est probablement son meilleur livre. Premièrement, moi je n'ai pas lu l'extension du domaine de la lutte, mais j'ai lu le dernier, et je me suis forcé, parce qu'il est rasoir, entre parenthèses. Jusqu'au premier tiers, c'est vraiment les considérations sur vieillissement, c'est vraiment assommant. Bon. Et puis vraiment, ce genre de pornographie de bas étage, ça n'est vraiment pas poétique. Hein. Mais... Houellebecq présente l'évolution comme une fatalité. Ah ben ça a toujours été, c'est la logique même de Houellebecq. C'est comme Zemmour, la France est morte, quoi. Elle est en train de mourir. Il n'y a pas d'espoir. Du destin. Il n'y a pas d'espoir. Oui, j'ai assisté à une conférence à Sciences Po où il y avait 3 immigrationnistes, Gémen, Stora et quelqu'un qui venait, un Français qui venait de l'Europe, de l'Aie. Et l'un de l'Europe qui était un juriste de l'Union européenne, mais un Français. L'AE, c'est pas l'Union européenne, c'est un tribunal international, mais qui n'est pas l'Union européenne. Les grands thèmes, notamment, c'est le monde change, les migrations sont irrévocables, on ne peut rien faire, il faut ouvrir les portes. Personne ne peut s'y opposer. C'est exactement le même thème, dit de manière différente. C'est le aquabonisme, pas de résistance. À terme, il faut changer et il faut effectivement se soumettre. Alors, ça, c'est ce que vous dites, c'est très important. Moi, je proteste parce que je dis aux auditeurs d'Air des Courtenay, certains sont sincèrement persuadés qu'il n'y a plus rien à faire. C'est une question de volonté politique. Tout à fait. C'est la volonté politique qui nous empêche de faire quelque chose. Je me suis amusé un jour à écrire un article dans La Voix des Français pour dire j'ai fait un rêve, imaginons qu'un président ayant nos idées prenne le pouvoir, que pourrait-il faire ? Il pourrait par référendum inverser les flux de l'immigration avec 2 référendums. Un référendum pour rétablir la supériorité du droit national et un deuxième pour mettre en œuvre une politique de l'immigration digne de ce nom. Engager le départ des immigrés non assimilés, c'est-à-dire la réémigration. Bon. Donc ça n'est pas du tout vrai. Alors maintenant, historiquement, écoutez, dire qu'il n'y a pas mais c'est une plaisanterie. Ça peut prendre longtemps. En Espagne, ça a pris 9 siècles. C'était quand même très long, 9 siècles. Les immigrés, si je puis dire, les envahisseurs arabes, sont arrivés en 711 et ils sont partis pour les derniers en 1613. Après s'être faussement converti et avoir pris le nom avoir été qualifié de morisque. Mais en Italie, dans le sud de l'Italie, qui a quand même été musulmane pendant plusieurs siècles, c'était plus rapide. Et puis, écoutez, on peut citer aussi un exemple évident, qui est l'exemple de l'Algérie française. Les Français d'Algérie avaient commencé à arriver dès 1830 et ils sont tous partis quasiment en 1962. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Zemmour. Après près d'un siècle et demi et après qu'une partie de l'Algérie était département français. Et je voudrais ajouter... Je rappelle d'ailleurs à cet égard qu'en 1962, d'un trait de plume, on a ôté la nationalité française à 10 millions de gens. Hein, donc dire qu'on ne peut pas parce qu'ils sont français, c'est une plaisanterie. Bon. Donc il faut faire les choses pacifiquement. Il ne faut pas justement arriver à cet événement épouvantable qu'évoque Hervé Juvin, qui est la guerre civile. Il faut... Effectivement, le risque de guerre civile est grand. Donc si on est responsable, si on est un homme politique, un politologue, un homme qui réfléchit aux questions politiques de manière sensée et sans vouloir faire du mal à personne, il faut tout faire pour qu'on n'arrive pas à la guerre civile. Et pour qu'il n'y ait pas la guerre civile tôt ou tard, une seule solution, c'est engager la réémigration. Les gens qui ne sont pas assimilés en France peuvent rester longtemps, un certain temps, mais il faut que tôt ou tard, ils s'en aillent. Ce ne sera pas une guerre civile, c'est entre citoyens du même pays. Ce ne sera pas le cas. La guerre civile, c'est à l'intérieur d'un territoire. Monsieur. Vous savez, de toute façon, une volonté de rémigration aboutira forcément à plus que des troubles. Non, pas du tout. Mais si. Mais pas du tout. L'inversion des flux migratoires, ça se fait. Non. Les gens qui sont... Écoutez, il y a des immigrés légaux qui ont, pour certains d'entre eux, la nationalité française. Il y a des immigrés illégaux. Bon. Ceux-là, ce sont des hors-la-loi. Ils ont violé la loi française et théoriquement, ils sont passibles de prison. Bon. Or, non seulement on ne les met pas en prison, mais premièrement, ils ont droit à l'aide médicale d'État, c'est-à-dire qu'ils sont avantagés par rapport aux Français et aux immigrés légaux, puisque ils sont défrayés de tout frais, ils n'ont pas à cotiser à l'assurance maladie, ils ne payent rien et ils sont remboursés à 100%. Deuxièmement, j'ai appris ça récemment avec stupéfaction, mais c'est d'ailleurs une conséquence administrative de la situation précédente. Ces immigrés illégaux, dans le métro parisien, ne payent que 25%. Ils ont une réduction de 75% par rapport
par rapport aux gens ordinaires qui, eux, sont dans la légalité. C'est quand même inouï, si vous voulez. On donne des droits à des gens qui sont hors la loi. C'est ça l'inversion des valeurs que nous vivons actuellement. Bon, il n'est pas très difficile. Il y avait des rapports qui avaient été faits, le rapport... il y a 20 ans, le rapport d'un député UDF, je crois, comment ça s'appelle, madame, qui proposait justement de mettre fin, c'est la première chose à faire, aux aides accordées aux immigrés illégaux. C'est la première chose. Arnaud Menu. Deux choses qui sont proprement sidérantes sur cette question, c'est-à-dire que non seulement, comme vous dites, on est dans une inversion des valeurs et des clandestins, donc des immigrés illégaux. Parce qu'ils ne sont pas... si c'était clandestins, ils se cacheraient, mais ils ne sont pas clandestins, justement. Les immigrés illégaux, non seulement les décisions du gouvernement socialiste actuel, c'est d'augmenter les crédits de l'aide médicale d'État, mais qui plus est, à un moment, pour essayer de faire bonne figure, je crois, sous l'un des derniers gouvernements, sous l'époque Sarkozy, on avait décidé ils avaient décidé, non, certes, de ne pas supprimer, mais une vague franchise, je crois, qui était une somme malgré tout dérisoire. Et première décision du gouvernement socialiste, c'est de supprimer cette franchise. Mais je suis tout à fait d'accord sur vos sur... Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas dire que faire payer 10 € ou 20 € à un immigré illégal pour qu'il ait droit, alors, ça change quoi que ce soit, c'est se moquer du monde. Non, mais je suis d'accord avec vous sur le moquer du monde, mais à quel point c'était en plus dérisoire, c'est que le gouvernement socialiste a décidé de l'abroger, ce qui à mon avis était la solution, après tout, la plus logique étant donné la situation. Mais effectivement, on vit dans une totale inversion de valeur parce que ce dont je me suis rendu compte, et ça a fait l'objet d'un article que j'ai rédigé hier pour Novopresse, c'est que derrière la sidération, la stupeur et toute la propagande d'État relative à l'assassinat des sénateurs, mais également des policiers et d'un pauvre agent d'entretien dont personne ne parle, à Charlie Hebdo, c'est le scandale d'État du fait que, grosso modo, nous avons affaire à des gens qui normalement devraient être au moins en prison depuis et n'aura jamais dû être libéré. C'est-à-dire que non seulement on a affaire à et ça avait commencé sous Sarkozy là aussi. Je pense qu'il ne faut pas non plus tout le temps incriminer que le gouvernement Hollande, le gouvernement Manuel Valls ou Christiane Taubira. Évidemment, c'est la même chose. Parce que par exemple, un des cas qui a été soulevé par, je crois que c'est l'Express qui a soulevé ça. Il faut combattre Sark-Hollande et l'UMPS. Tout à fait. Ils sont responsables depuis au moins 2002. Parce que pour moi, que je ne suis pas juriste, mais quelque chose quand même qui me cite là, pour le coup, je ne comprends pas. J'aimerais bien qu'un juriste m'explique comment quelqu'un qui est, en l'espèce, c'était Chérif Kouachi, l'un des frères Kouachi, qui est dans le cadre d'un contrôle judiciaire, dans le cadre d'une instruction, dans le but d'une entreprise terroriste. En l'espèce, je crois que c'était la tentative d'évasion d'un des islamistes algériens dans le cadre des attentats qui avaient touché la France en 1995. Donc, ce Chérif Kouachi est sous le cadre d'un contrôle judiciaire, trouve le moyen, malgré tout, d'aller au Yémen, d'en revenir, alors que le Yémen est connu comme une place forte du terrorisme islamiste. C'est-à-dire que lorsqu'il a pu embarquer dans l'avion, normalement, il n'aurait pas pu. C'est-à-dire que normalement, au moins, on aurait dû avoir des douaniers, parce que comme il était à destination du Yémen et pas du tout de l'espace Schengen, il aurait dû être... Et même au retour, il aurait dû avoir des agents des renseignements intérieurs qui auraient dû lui poser quelques questions. Non, on l'a laissé faire. Là, j'avoue que c'est proprement sidérant. Là aussi, ce qui est proprement sidérant... Il n'a peut-être pas pris un billet pour le Yémen, il est peut-être passé par le Caire ou par non, mais même quelqu'un qui est dans le cadre d'un contrôle judiciaire, genre, normalement, il ne devrait pas pouvoir se déplacer à l'étranger. En tout cas, quand il se déplace à l'étranger, je pense que ses voyages devraient être normalement plus que surveillés, puisqu'en plus, là, c'est pas... On devrait lui interdire. Voilà. On devrait lui interdire de revenir. Surtout de revenir. Là, je suis d'accord avec vous. Ah non, on peut pas. Si la nationalité française, on peut pas lui interdire de revenir. Ça, non. Et là, on a le déchoir de sa nationalité française. Ce qui est possible, normalement. Ce qu'il faudrait faire, mais bon. Non, mais là, je pense qu'on a un vrai scandale d'État. En plus, mais il n'y a pas un scandale d'État, il y en a 1000 scandales d'État. Nous vivons dans le scandale d'État permanent. Mais en plus, donc, cette histoire... Et le résultat de ce scandale d'État, c'est que Hollande va avoir sa cote de popularité augmentée de 10%. C'est quand même extraordinaire. Oui, mais elle rebaissera s'il y a à nouveau un attentat de même qualité. Ou alors elle augmentera à nouveau. Parce que là, nous sommes après une série d'attentats, et le résultat, vous allez voir... parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'à présent, c'est quand même un événement important. D'abord, cette manifestation d'hier, dimanche... ces manifestations à Paris, en province... du 11 janvier 2015, dimanche 11 janvier, ont été gigantesques. On dit des millions de personnes. Et puis, Hollande a réussi à faire venir 50 chefs d'État et de gouvernement. Bon. On avait vu la scène grotesque de Angela Merkel. Ah oui, la tête sur l'épaule. Pardon ? La tête sur l'épaule de Hollande. La tête sur l'épaule de Hollande, oui.
Et tout ça était parfaitement ridicule. Et 50 chefs d'État. Alors bon, les États-Unis n'étaient représentés que par le ministre de la Justice, qui était d'ailleurs là pour parler du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme. Il manquait l'Amérique latine et l'Asie en dehors du Proche-Orient. Enfin, il y avait beaucoup de monde. Et donc, c'est un bon coup politique et médiatique. Mais en même temps, ça révèle à quel point, justement, cette affaire est consensuelle. Ça révèle que l'unanimisme cosmopolite de la superclasse mondiale, c'est bien ça dont il faut parler. Et il faut en tirer des conséquences. Il faut comprendre que nous n'avons rien à voir avec toute cette engeance qui cherche à détruire les nations. Enfin, je pense qu'il faut à la fois revenir plus près de l'événement et puis essayer de prolonger les grilles de lecture. Pour revenir plus près de l'événement et ce que vous évoquiez, Arnaud Naudin, on a juste un problème de moyens. On sait que les deux frères étaient dans l'écran radar, suivis, surveillés, et puis comme ils n'avaient rien fait, ou comme on n'avait rien à leur reprocher pendant un certain nombre de mois, on a juste arrêté parce qu'on n'a pas les moyens de suivre tout le monde. Alors, mais pour revenir, je pense que c'est un manque de moyens et c'est aussi un problème politique, puisque c'est Xavier Hofer qui l'a évoqué dans Boulevard Voltaire et dans d'autres articles, et aussi d'autres spécialistes, là, vraiment on va dire des spécialistes des questions de renseignement et de renseignement intérieur. Le problème, c'est que l'affaire Kouachi, c'est un autre événement proche de l'affaire Mera, c'est-à-dire que quand, là encore, Nicolas Sarkozy, puisqu'il faut dire clairement les choses, a réorganisé complètement le service intérieur pour créer une sorte de FBI à la française, a complètement entre la DST et les renseignements généraux, ce qui fait que, ce qu'expliquait Hofer et d'autres, on a complètement dénaturé la nature du renseignement intérieur, et ce qui fait que beaucoup de gens ont certes été sur la DAR, mais sont complètement passés par perdre ses profits à partir de la période 2011-2012. Le problème de la DGCRI, c'est tout le problème effectivement de gens qui ont changé d'affectation, ou de gens qui ne se mettent pas nécessairement les uns et les autres, et on a probablement perdu des dossiers. Je crois qu'il y a autre chose que vous ne mettez pas en cause, c'est quand même la politique pénale. Ah ben totalement. Mais tout le monde a le droit de faire une bêtise, et on peut l'oublier. Là, on n'est pas sur des gens qui ont fait une bêtise. On a des gens qui ont participé à attaque de banque. On a des gens qui ont été pris à plusieurs reprises avec des armes. On a des gens dont on sait qu'ils ont essayé de se faire enrôler dans différentes armées au Proche ou Moyen-Orient. On a d'ailleurs le sentiment qu'on les a trouvés tellement nuls qu'on les a renvoyés en France. En fait, comment se fait-il qu'ils aient été en liberté ? Et là, c'est le problème de la politique pénale et c'est le problème de la politique de l'excuse. Et on ne pourra pas indéfiniment faire oublier aux Français que... oui, on peut pardonner une fois, tout le monde peut se tromper, tout le monde peut se laisser entraîner, mais enfin là, très directement, on est dans la culture de l'excuse qui devient criminelle. Et d'autant que j'ai un entretien qui avait été accordé par un officier du renseignement intérieur au quotidien La Croix, je crois, datant de vendredi, et expliquait qu'en plus, effectivement, c'est une question de moyens et c'est une question de politique, c'est-à-dire que la volonté politique s'agissant du renseignement intérieur, en la création de la DCRI, la DCRI et ensuite la DGSI, c'était devenir une sorte de volonté bureaucratique, c'est-à-dire qu'on n'avait plus du tout d'acteurs de terrain, et il disait on se retrouvait dans la situation d'attendre la commission d'un acte pour agir et non plus avant ce que faisaient par exemple les renseignements généraux ou la DST, c'est-à-dire on a un profil potentiel, certes il n'a pas encore commis quelque chose de grave, mais on va quand même peut-être le surveiller. Et puis effectivement, c'est une question de moyens, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, et bien sûr, c'est la question de la politique pénale, parce que là aussi, pour revenir sur la politique pénale, je ne me rappelle plus son nom, mais le fameux imam de la cellule des Buttes-Chaumont, auquel est associé les frères Kouachi et effectivement Amédi Koulibaly. La presse, incidemment, nous apprend que ce monsieur qui avait été condamné en 2008 à 6 ans de prison, déjà n'en a affecté que 3 sur les 6, ce qui est quand même pas mal dans le cadre de la politique pénale. Et on est toujours en 2011, donc on est toujours sur ça. Si, on n'est pas du tout. Là, trouve le moyen d'être infirmier, de faire non seulement une formation d'infirmier, mais se retrouve infirmier stagiaire à la Pitié-Salpêtrière, alors que les syndicats infirmiers expliquent que normalement, pour être infirmier, on doit présenter un casier judiciaire vierge, et surtout vierge de tout acte terroriste. Or là, non seulement il n'a pas déposé le dossier, mais ça n'a posé de problème à personne.
Non, mais là, on a un vrai problème par rapport effectivement à la politique de l'excuse et à la politique pénale. La France est devenue une passoire. Voilà. Je partage tout à fait votre opinion là-dessus. C'est la politique de réinsertion. Alors, il faut rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie qui n'ont pas écouté la première partie de ce libre journal que Monsieur Feu Koulibaly a été reçu à l'Élysée par Nicolas Sarkozy quand il était président de la République et qui lui a serré la main et que les frères Kouachi ou l'un des frères Kouachi était présenté par Le Parisien ou par France 2 plutôt, par France 2 comme une chance pour la France. Ah oui. Jean-Yves Le Gallou. C'est vous qui avez expliqué ça, je crois. Ils ont été présentés, je ne sais pas s'ils ont été présentés comme des chances pour la France, mais ils ont été invités à l'occasion d'une émission sur le rap. Sur le rap, oui. Voilà. Et pour rebondir sur ce que disait Jean-Yves Le Gallou à l'instant, c'est qu'hier j'ai vu un reportage là qui pourrait intéresser, effectivement, certes ce n'est pas un bobard, on ne peut pas l'intéresser dans les bobardeurs, mais le traitement médiatique est intéressant. Les bobardeurs de Polémia. Oui, les bobardeurs de Polémia. Le 10 mars. Le 10 mars, date importante. À quelle heure ? 20h. Le 10 mars à 20h, les bobardeurs de Polémia. Ce qui est intéressant, c'est que le traitement médiatique, c'est qu'on nous présentait, là encore, pour ce qu'on vient d'expliquer sur la politique d'excuses et la politique de réinsertion, on nous présentait des gentils garçons, à la rigueur qui certainement étaient peut-être de très bons élèves à l'école, mais qui, malheureusement, par un malheureux concours de circonstances, se sont retrouvés être des terroristes djihadistes. Et en somme, là encore, on voulait encore les excuser. C'est la faute de la société qui n'a pas su les intégrer. Voilà. Je pense qu'on pourrait tous être d'accord là-dessus. C'est quand même ça qui, d'une manière ou d'une autre, va devoir s'arrêter. Je pense qu'il y a des choses importantes. Je pense qu'il y a un avant et un après. Je pense qu'après ce qui s'est passé, il y a une partie du discours de l'excuse qu'on ne peut tout simplement plus entendre. Notamment pourquoi ? Parce qu'à travers ce que vous avez dit les uns et les autres, il y en a un qui a été invité à l'Élysée, et il y en a d'autres qui ont eu l'honneur des plateaux de télévision pour ce qu'ils faisaient. On ne peut pas dire que ce sont des sans-voix, humiliés, battus, totalement auxquels la société a totalement fermé les portes. C'est presque l'inverse. Vous avez vu peut-être les vacances que M. Koulibaly a passées avec sa délicieuse petite copine en Malaisie ou ailleurs. On pourrait d'ailleurs se poser la question avec quel argent ? Mais on ne peut pas dire que ce sont des gens malheureux au fin fond de leur cité, entassés sans aucun avenir. C'est des gens qui ont bénéficié de la lumière du soleil. À l'appui de ce que vous indiquez, quand il y a eu les opérations de police dans la famille, je crois, de Kouachi à Reims, on voyait une cité splendide, toute refaite, avec un tramway arboré passant au-dessous. Enfin, on avait l'impression que c'est un endroit où l'argent public avait coulé à flot. On ne va pas en rajouter, mais enfin, vous savez que la sœur de Mohamed Merah, et on a maintenant les données précises, réussit à obtenir, sans travailler, plus de 2 000 € par mois en cumulant toutes les aides possibles. C'est juste la sœur de Mohamed Merah, le tour de Toulouse. La France est quand même extraordinairement bonne et généreuse. Et donc, je crois que ça va être impossible de ne pas le dire. Rappelons que ce n'est pas seulement la France. Rappelons que Ben Laden lui-même, Oussama Ben Laden, était le fils d'un riche entrepreneur, très très riche, saoudien d'origine yéménite, que la plupart des terroristes d'Al-Qaïda, ceux qui ont notamment commis l'attentat du 11 septembre 2001, n'étaient pas du tout des gens des lumpenprolétariat, c'était au contraire des ingénieurs, des gens d'un certain niveau, et qui n'étaient pas des malheureux, des déchets de la société. C'était des gens qui avaient un bon niveau. Arnaud Menu. Je crois qu'en plus l'exemple le plus risible, si on peut rire de cette situation, s'agissant du parcours des frères Kouachi ou d'Ahmedi Koulibaly avant cet acte terroriste, je crois que c'est Saïd Kouachi, pour lequel le Parisien rappelait qu'à un moment il avait été recruté par la mairie de Paris dans le cadre d'un recrutement pour favoriser la diversité, entendez-vous bien, et je pense que là Philippe Muret aurait ri et aurait certainement écrit un de ses plus beaux textes comme ambassadeur du tri. Oui. Et là encore, ce qu'explique le Parisien, et nous on l'a relevé à Nouveau Presse, c'est que Kouachi avait été signalé par ses collègues et ses responsables comme en ayant une attitude entre guillemets trop prosélyte, trop intégriste, et non seulement, mais attention, là on parle de Saïd Kouachi, mais que beaucoup de ses collègues ont été fichés comme ayant le fait de ne pas dire bonjour à des responsables femmes ou à les saluer, et c'est-à-dire qu'il y a effectivement le problème c'est que je pense que ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, et c'est pour ça que je pense
de ce fait, il y a une accélération de la propagande en faveur du vivre ensemble et tout ça. C'est que le réel qu'ils ont tellement promu leur est revenu comme un très mauvais boomerang dans la figure. Et moi, je pense fondamentalement, je pense que ce qui s'est passé le 7 janvier 2015, c'est la mort complète du cycle de mai 68. Je pense que les idées 68ards et le monde que les 68ards ont voulu promouvoir, et c'est le cas de Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo, c'est vraiment l'évolution typique des idées 68ards, c'est-à-dire au départ les idées les plus gauchistes, et à la fin on devient une espèce de soupe politiquement correcte qui en même temps s'acoquine avec le MEDEF, ce qui est le cas de Philippe Val. Il a quitté Charlie Hebdo. Oui, mais parce qu'en plus c'est ça qui est quand même risible dans cette histoire, et notamment ce qui s'est passé hier, et c'est un des... dimanche 11 juin 2015. Dimanche 11 janvier 2015. 11 janvier 2015, pardon. Ouais. En janvier 2015, qui expliquait notamment Luz, qui est lui un militant de la Ligue communiste, un militant trotskiste de la LCR, et qui ça Luz, c'est un des survivants, un des dessinateurs, mais qu'en plus qui est un ancien, qui a participé, qui a mis un livre de Ralph Front, de Charlie Hebdo, qui a été associé avec Carl Zero contre le Front National. Lui n'a pas été assassiné. Non, parce qu'il était pas présent ce jour-là. Ce qui explique, c'est quand même. C'est l'auteur des caricatures les plus. J'allais dire. Vous parlez de la mort de Zénedma 68. J'ai malheureusement le sentiment, et là je ne serai pas optimiste, que l'agonie sera longue. Elle a commencé en 2013 avec les grandes manifestations de la Manif pour tous. C'est vrai, mais donc on est quand même dans la fin de ce cycle. Ça, nous sommes dans la fin du cycle, mais le cycle n'est pas encore mort. Non mais moi et surtout il a fait des dégâts. Je ne comprends pas le commentaire d'Arnaud Meunier. Non parce que j'ai pas terminé. Non mais attendez, déjà j'avais pas le temps de réagir à ce que vous venez de dire. Vous dites que c'est la fin d'un cycle, mais c'est au contraire. Le fait que des millions de gens défilent sous des panneaux marqués je suis Charlie, c'est la consécration de l'esprit de mai 68. C'est la victoire morale totale de l'esprit de mai 68. Non, c'est une victoire du marketing peut-être des gens qui ont fait l'opération, mais comme je crois vraiment que ce qu'a dit Hervé Juvin est juste. Tu as besoin de proclamer une unité. L'unité trouve les mots. Vous êtes vraiment... Oui, mais vous n'êtes pas indulgent envers des gens qui ont besoin de proclamer quelque chose et de proclamer cette fierté nationale. Je suis français, pas je suis Charlie. Oui, mais bon... C'est parce que le symbole est évidemment extrêmement fort depuis ce qui s'est passé la semaine dernière. N'oublions pas, à l'appui de ce que disait Arnaud Naudin, qu'il y a eu la mort physique. Enfin, le journal était mort, parce que c'était un journal en faillite. Oui. N'oublions pas que c'était un journal en faillite. Et là, il y a bien la fin de quelque chose. Il y a une page qui est en train de se tourner. Et à tel point que je considère que c'est une mort symbolique des idées de 68, parce que... Vous êtes bien optimiste. Hein, vraiment, non, pour moi, c'est la consécration, c'est l'inverse. Mais, parce que, oui, mais parfois, on arrive... Vous savez, c'est peut-être l'apogée avant la descente. C'est que... Qu'est-ce qu'on a vu hier ? On a vu une manifestation, on a vu des drapeaux tricolores. Oui. On a vu des gens proclamer « Nous sommes fiers d'être français ». On a vu des religieux, toutes religions confondues. Et on a vu des gens applaudir les policiers en disant « Nous sommes fiers de nos héros ». C'est des types de Charlie Hebdo. C'est ridicule, c'est cocasse. Enfin, c'est tout ce que Charlie Hebdo a combattu depuis sa fondation. Oui. C'est ce que disait Luz. Oui. On applaudit les tireurs sur les toits. C'est-à-dire que c'est ça qui est... C'est-à-dire que les autres... parce que moi, je suis désolé, j'ai lu Charlie Hebdo. J'ai pas dit que j'étais abonné ni acheté. Hein. J'ai lu. Et j'ai vu une évolution. J'ai vu les... Je vous félicite pas. Parce que c'est comme ça qu'on s'informe. Et d'ailleurs, en fait, vous avez lu aussi le livre de Houellebecq, parce que vous êtes... Je révèle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes déjà barbu comme un futur imam. Voilà. Et que vous avez fait... Non, parce qu'il a la moustache. Vous avez fait comme le héros du livre Soumission. Je rappelle que Soumission, en arabe, ça se dit islam. Hein. Oui, c'est ça. Et vous êtes sur le point de sauter le pas. Je partage le sentiment d'Arnaud Naudin. Je partage votre sentiment. Je crois qu'il y a deux choses qui vont plus tenir. La démocratie des droits de l'homme, que j'appellerais plutôt la démocratie de l'individu absolu, elle est en train de détruire toutes les sociétés qui l'honorent. On ne peut pas honorer des droits inconditionnels. C'est pas parce que par hasard de bateau, d'avion, on met le pied sur le sol français qu'on peut faire valoir immédiatement des droits. C'est tout simplement la ruine de nos systèmes de protection sociale et c'est la ruine de la mutualité française. Et ça, je pense que les Français l'ont bien compris. On va devoir arrêter avec l'assistance inconditionnelle. Parce qu'il y a une deuxième chose que les Français ont proclamé dimanche, et c'est ce qui me rend optimiste. C'est bien joli la société diverse, sans frontières et la fin de la nation. Mais la nation, c'était un merveilleux couvercle disant tous ceux qui ont la France en commun, c'est que ça passe avant leur religion, ça passe avant leur origine, ça passe avant leur culture et avant leur langue.
Et quand la nation passe avant, on peut faire l'unité, on peut faire la paix. À partir du moment où il n'y a plus de nation, quand vous soulevez le couvercle de la nation, eh ben vous tombez sur des conflits ethniques, vous tombez sur des conflits religieux, parce que c'est ça qui compte, et les gens réduits à ça commencent à se battre. Je dirais une troisième chose. S'il y a un point d'inquiétude, c'est pas du tout l'inquiétude du bouquin de Houellebecq. Je ne crois pas du tout à cette élection. Le vrai point d'inquiétude, il s'est passé dans d'autres pays dans le monde. Regardons bien le véritable ennemi. Notre véritable ennemi, c'est l'idéologie sans frontiériste. Et le véritable ennemi, ça peut nous menacer. C'est une situation qui devient conflictuelle dans tel ou tel quartier ou dans telle ou telle ville de France, où effectivement une majorité islamisée entend faire régner la charia. Et vous verrez que vous aurez l'élite mondialisée qui dira « Vous, Français, vous n'avez pas le droit de réagir ». C'est un peu ce qui s'est passé en Yougoslavie. Et nous, force mondialisée, nous exigeons que vous laissiez à cette population en majorité musulmane le fait de faire la loi, le fait de désigner ses représentants et le fait en quelque sorte d'instaurer la loi islamique sur son territoire. Je vous rappelle un excellent bouquin, Les $de la terreur, par Richard Labévière, dans lequel Richard Labévière, journaliste à Radio France Internationale, explique très bien comment les États-Unis ont partout utilisé le terrorisme islamique pour détruire les États-nations. Ça, c'est une vraie menace qui pèse sur la France, mais ne nous trompons pas d'ennemi. L'ennemi, c'est pas l'islam, l'ennemi, ça n'est aucune religion, l'ennemi, c'est l'idéologie immigrationniste ou sans frontiériste qui veut par tous les moyens détruire l'État-nation. Qui s'appelle le cosmopolitisme philosophiquement. Oui, mais il y a la cause et les conséquences. Et les conséquences, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et à court terme, pour moi, ce sont réellement les ennemis, ce sont réellement les islamistes. Je rappelle que dans les années 30, les Allemands ne voulaient pas la guerre. Pas tous les Allemands étaient nazis. Et les nazis les ont entraînés et ils ont obéi et sont battus pour Hitler jusqu'au bout. Eh bien, les islamistes peuvent et ont la possibilité de faire la même chose avec les musulmans moyens. Oui, non, mais ce qui est important, je crois, c'est de... Il est tout à fait possible que des événements que nul ne souhaite, tout à fait possible que des événements que nul ne souhaite dans les semaines à venir vous donnent malheureusement raison. Je vais terminer là-dessus. Est-ce que c'est une chance ? J'ai eu l'occasion de vivre, de traverser des pays en situation de guerre civile. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est l'extraordinaire rapidité avec laquelle le bourgeois moyen ou le bobo parisien, quand il sent ses intérêts fondamentaux menacés, quand il sent menacer les gens qu'il aime, sa famille ou ses proches, se transforme en tueur. Et aucune société, même quand elle se croit la plus civilisée, n'est à l'abri de cela. Regardez ce qui s'est passé au Liban, le pays du cèdre, qu'on donnait comme exemple même de la coexistence pacifique entre des communautés. Il a suffi de quelques semaines pour que ça parte. La France n'est pas à l'abri de ça. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles, et effectivement, nous sommes menacés par la guerre civile, et c'est bien pour ça qu'il faut changer la politique. Et malheureusement, je ne vois pas arriver ce changement rapidement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut des actes. Je voyais en particulier, jusqu'à présent, j'avais quelque espoir dans le Front National. Je dois dire que l'évolution récente du Front National me conduit à douter qu'il puisse apporter la moindre solution dans ce domaine, quand je vois en particulier comment le Front National a réagi de manière pasteurisée, je crois que c'est le terme que vous employez dans Polémia, Jean-Yves Le Gallou, aux événements de la semaine dernière. Honnêtement, dans ce type de situation, c'est extrêmement difficile de bien réagir. Donc c'était une situation très difficile, donc il s'est effectivement pas particulièrement bien sorti. Ce que je crois, c'est qu'il faut voir comment fonctionne le couple dédiabolisation-pasteurisation. La dédiabolisation, c'est quelque chose qui est évidemment souhaité, puisque c'est ce qui permet une meilleure ouverture électorale et un meilleur accueil dans les médias. La pasteurisation, c'est ce qui risque de rendre inaudible. Et en l'occurrence, le Front National n'a pas profité de la dédiabolisation, puisque en situation de crise, les médias se ferment totalement à lui. Ah oui. Et donc les médias se sont totalement fermés à lui. On a vu d'ailleurs, je crois que c'est ce matin ou hier matin, Monsieur El Kabbach demander à Madame Le Pen, vous n'avez pas honte, donc reprendre une terminologie d'agressivité
que je pense les gens du Front National avaient cru disparu. Eh bien non, en situation de faiblesse, en situation de crise, ils ont retrouvé cette hostilité profonde des médias, soit par le silence, soit par une très grande agressivité, et en même temps, comme ils ont tenu un discours où une de leurs préoccupations était d'éviter tout ce qui pouvait paraître choquant, eh bien, ça ne leur a pas permis de faire entendre quelque chose de différent des autres. Quand on tweet à propos de l'événement horreur, infinie tristesse, eh ben, on n'apporte rien parce que on n'a pas besoin de Florian Philippot pour dire la même chose que Madame Vallaud-Belkacem. Voilà, c'est tout. Florian Philippot veut montrer qu'il pense la même chose que tous les gens du système. Alors, je crois que cette affaire a tristement révélé l'évolution du Front National, qui était souverainiste et identitaire, qui est toujours souverainiste, mais qui est de moins en moins identitaire, s'il l'est encore. Lorsque Madame Marine Le Pen dit « bien sûr, pas d'amalgame », ça veut dire qu'elle considère qu'il n'y a pas de problème pour l'installation de l'islam en France. C'est ça que ça veut dire. Lorsqu'elle dit que, bien sûr, elle ne fait aucune différence entre les Français de toutes origines, c'est qu'elle ne sait pas que la France a été faite, comme l'a dit le général de Gaulle dans la phrase que nous avons citée tout à l'heure, par des Français de souche qui étaient de race blanche et de religion chrétienne. Hein ? Alors, nous sommes très contents qu'il y ait des Français de toutes origines, ou disons d'origines diverses, qui s'assimilent, à condition que ce soit dans des proportions raisonnables. Vous savez, en matière d'immigration, on peut rappeler la phrase de Paracels, « Tout est bon, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison ». Oui, tout à fait. Voilà. Le problème de l'assimilation, c'est que c'est vrai que le modèle français, c'est l'assimilation, sauf que l'assimilation, ça fonctionne aujourd'hui par rapport aux gens qui viennent d'Afrique noire ou par rapport aux gens qui viennent des pays musulmans. C'est difficile. Ça fonctionne à hauteur de 1%, 2%, le système a explosé. 3%. Donc, il reste 99%. L'école laïque et obligatoire a explosé. Elle ne marche plus. Il faut dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la souveraineté et l'identité sont en partie liées. Il faut la souveraineté pour pouvoir défendre l'identité, mais sans l'identité, la souveraineté ne servirait à rien. À quoi servirait que la France fût souveraine et indépendante si elle était une république islamique ? Il faut une souveraineté enracinée. Oui. Il faut une souveraineté, et non pas une souveraineté à abstraite. L'identité qui permette à un gouvernement français, à un parlement français, de faire des lois et de faire une politique qui permette à la France de défendre et de rétablir son identité avant de promouvoir son action dans le monde. D'autant que... Arnaud Menu. D'autant que effectivement, même si on est dans la logique d'assimilation qui est celle du Front National, ça ne peut fonctionner. Une assimilation ne fonctionne déjà effectivement que pour une question de dose, mais si aussi la France est capable d'être un modèle pour lequel les gens veulent s'assimiler. S'assimiler à quelque chose qui ne veut plus être lui-même, et ça a quel intérêt ? Aucun. Donc qu'on ait 100 000, 200 000 ou plusieurs millions d'immigrés, la France qui ne se considère plus, en tout cas les élites qui nous gouvernent, et nous proclamons depuis mai 68 que la France est grosso modo un pays infâme, peuplé de gens détestables. Pourquoi voudriez-vous que les gens s'assimilent ? C'est bien d'ailleurs l'une des origines du communautarisme. C'est que chacun se replie sur sa communauté. André Prosokov, vous savez très bien, et je dis ça aussi pour Arnaud Menu, qu'il y a des obstacles à l'assimilation. Les Noirs américains ne sont toujours pas assimilés depuis des siècles qu'ils sont là et depuis plus d'un siècle qu'ils ont été émancipés de l'esclavage. Bon, donc il y a la question de la race. La France est un pays de race blanche, c'est ça qui définit son identité, c'est la race blanche. Bon, deuxièmement, il y a la religion aussi. On peut être français et protestant ou calviniste, mais l'islam, que ce soit d'ailleurs en France ou n'importe où dans le monde, établit une barrière entre les pieux musulmans et ceux qui ne le sont pas. Alors on peut être musulman et s'assimiler parce qu'en fait, on n'est pas attaché à l'enseignement du Coran. Mais un pieux musulman ne peut pas être vraiment français, parce que si on est un pieux musulman, on estime que la loi républicaine, que la loi de la nation est illégitime, que la seule loi qui soit légitime, c'est une loi qui s'appuie sur la charia, la loi islamique. Voilà, sinon on n'est pas un pieux musulman. Et deuxièmement, on considère l'histoire de France avec un regard complètement différent. Enfin, on n'est ni Charlie, ni Charles Martel. Et les instituteurs ne peuvent plus parler de Poitiers. Poitiers 732, on n'a pas le même regard sur Poitiers 732, où Charles Martel a arrêté l'invasion musulmane.
qu'un Français de souche ou qu'un Français assimilé qui admire la grandeur de la France et qui est donc bien content que Charles Martel ait fait ce qu'il fallait en 732. Oui, Arnaud Menu ? Surtout que c'est effectivement la question du pied musulman. Pour moi, il y a un autre événement dans le cirque médiatique qui a suivi l'assassinat de Charlie Hebdo qui m'a, pour le coup, là encore, estomaqué. C'est que, au nom de cette volonté de continuer l'idéologie cosmopolite de mai 68, de dire pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame, il s'est avéré, oui je sais, je ne devrais pas, mais j'ai regardé à un moment e-télévision, et sur e-télé, vous aviez parmi les invités, Boubaker, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, mais le président de l'UEIF, qui venait expliquer, ah non, ce qu'on fait les trois, c'est pas bien, l'islam, c'est pas ça. UEIF qui a quand même poursuivi Charlie Hebdo pour les caricatures du prophète, et qui, en plus, paradoxe, est considéré par des monarchies musulmanes, et je crois notamment les Émirats Arabes Unis, comme une organisation terroriste. Donc, oui, parce que nous l'avons dit tout à l'heure, Arnaud Menu, l'UOIF est l'expression française des frères musulmans qui sont considérés effectivement non seulement par le gouvernement égyptien mais par le gouvernement saoudien comme une organisation terroriste. Et qui sont soutenus par le Qatar. Et qui sont essentiellement soutenus par le Qatar et par l'argent du Qatar. Mais vous avez découvert avec une innocence qui est tout à mettre à votre crédit, cher Arnaud Menu, ce qu'on appelle en arabe la taqiyya. La taqiyya, c'est la dissimulation. Le bon chrétien est censé accepter le martyre plutôt que de renoncer à sa foi, plutôt que de renoncer à dire la vérité. Le pieux musulman, le bon musulman, il est censé pratiquer le mensonge, la dissimulation, autant que c'est nécessaire pour tromper l'ennemi, en fonction du rapport de force. L'islam est une religion du djihad, c'est-à-dire une religion de la guerre sainte. Et donc, les musulmans qui sont en France, pour beaucoup d'entre eux, ne sont musulmans que parce qu'ils sont obligés de respecter leur environnement social. Mais pour un grand nombre d'autres, sont de pieux musulmans qui veulent, en fait, qui estiment que d'ailleurs, fatalement, c'est le prophète qui l'a annoncé, la France sera un jour un État islamique. Et qui d'ailleurs rêve du retour au califat universel qui réunira tous les musulmans, qui à terme réunira le monde entier. Comme le projet musulman, même que le projet communiste, un projet de conquête mondiale, tout à fait. Un projet de conquête du monde, de réalisation de l'empire universel. Arnaud Menu. C'est d'autant plus... Et ensuite Jacqueline pour les questions. C'est d'autant plus vrai qu'il faut se rappeler que après la Première Guerre mondiale, la République française a voulu construire et ériger la seule mosquée qui existait en métropole, c'est-à-dire la Grande Mosquée de Paris. Charles Maurras avait déjà rédigé un fameux texte que je crois, cher Henri, vous avez relayé un certain nombre de fois, expliquant que déjà une seule posait un problème. Admirable texte. Charles Maurras a beaucoup remonté dans mon estime quand j'ai lu ce texte. Un article de l'Action française qui doit être de 1922 ou 1926, je ne sais plus. Plutôt 1926. Et que nous avons mis en ligne sur le site de La Voix des Français. Et il dit, que ça va être la colonisation Harbour. Oui. Et il dit ça en 1926, avec une prescience extraordinaire. Non, cet article est admirable. Mais effectivement, ce qui se passe, c'est que... et en plus, ce qui m'a vraiment choqué dans cette histoire de Charlie Hebdo, pas par rapport à la mort des journalistes, c'est le fait que lorsque, avant la Noël, des gens se faisaient... lorsque des islamistes fonçaient délibérément en voiture sur des gens, on parlait d'actes déséquilibrés, ça n'avait rien à voir avec le terrorisme. C'était de l'islamophobie, parce que traiter de déséquilibré un pieux musulman qui crie Dieu est grand en arabe, Allah Akbar, franchement, mais voilà, ça m'a choqué. C'était on va dire un acte de déséquilibré, ça n'a rien à voir avec le terrorisme, et quand il s'est agi de journalistes, et qui plus est de journalistes de Charlie Hebdo, là on a l'impression que c'était la guerre déclarée à la République et à la démocratie. Et là j'avoue que le réflexe de caste des journalistes, parce que moi ce qui m'a le plus... Là j'avoue qu'hier, pour Novopresse notamment, j'ai regardé un certain nombre de fois, mais au bout de 5 minutes je ne pouvais plus tenir, parce que j'avais littéralement la nausée quand j'entendais les commentaires des journalistes sur la manifestation d'hier, qui là pour le coup trouvaient tout à fait normal que des enfants en bas âge
soit dans une opération de propagande, alors que c'est les mêmes journalistes qui, l'an dernier, même il y a 2 ans, quand c'était les grandes manifestations organisées par la Manif pour tous, osaient dire que c'était honteux de venir avec ses enfants. Bien. Jacqueline. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le journal d'Henri de Lesquen, qui reçoit pour cette seconde partie, et pour nous parler de la politique de la réinformation, du rendez-vous politique de la réinformation, Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia, ancien député européen, Mathilde Perrin, chargée de mission, Gérard Pince, Non, écoutez... Pardon. André Posokov, commissaire aux comptes, essayiste spécialiste de l'immigration, et Arnaud Menu, rédacteur en chef de Délit d'Images. Et de Nouveau Presse. Et de Nouveau Presse. Oui. Bien. J'étais ancien commissaire aux comptes. Qu'est-ce que j'ai dit ? Continuez. Alors, une auditrice, les croisés se battaient par la cape, l'épée et la croix. Ils étaient vainqueurs sur le monde. Aujourd'hui, c'est inversé, car nous avons cédé le terrain à nos adversaires. Une auditrice, concernant ces affiches, qui les a payées ? Comment cela a-t-il pu être si rapide ? Quel en est le coût ? Une auditrice, stupéfaite par le montage de propagande d'hier, les victimes sont tombées dans leur propre piège. Un auditeur de Radio Courtoisie, hier, on a vu une fois de plus des milliers de Français suivre sans réfléchir ceux-là même qui sont responsables des crimes de la semaine dernière. Une auditrice, le roman de Michel Houellebecq est un roman sur la collaboration des élites. Une auditrice de Radio Courtoisie, le plus coupable de tous est Giscard d'Estaing et son regroupement familial. Un auditeur, en Algérie, le FLN ne demandait pas l'avis des Algériens qui n'avaient pas le choix, s'engager avec eux et mettre des bombes, ou bien la famille aurait beaucoup de misère. Une auditrice, Madame Taubira, nous a montré qu'elle ne supporte pas qu'on la caricature. Elle n'hésite pas à traîner en justice. Une auditrice ciné qui avait fait une caricature sur les Juifs a été virée de Charlie Hebdo. Une auditrice, Madame Fleur Pellerin, a débloqué 1 million d'euros pour le journal, pour la reparution du journal. Superbe émission, vous aurez beaucoup de demandes de CD. Un auditeur, Monsieur de Lesquen, pouvez-vous nous donner le nom des dirigeants des organismes de la superclasse mondiale ? Et s'agissant du contrôle judiciaire, le juge doit être informé de tous les déplacements. De plus, il existe aussi une obligation de remettre son passeport. Alors, superclasse mondiale, c'est une classe sociale, cher auditeur ou chère auditrice. Donc, il n'y a pas de dirigeants à proprement parler. En revanche, il y a beaucoup de personnalités que vous connaissez, qui sont des gens de la superclasse mondiale, et les autres, d'ailleurs, sont des valets de la superclasse mondiale. On peut d'ailleurs citer en premier lieu, me semble-t-il, les dirigeants des grandes banques centrales. Mario Draghi, par exemple, à Francfort, ou comment s'appelle le successeur de Bernanke à la Fed, c'est Janet Yellen, je crois. Janet Yellen. Bon, comme Bernanke, ce sont vraiment des personnages typiques, comme Trichet, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Puis, il y a tous ces dirigeants des organisations non gouvernementales, il y a tous ces professeurs, tous ces universitaires, il y a des hommes politiques, bien sûr. Alain Juppé me paraît plus caractéristique de la superclasse mondiale que beaucoup d'hommes politiques français. Alain Juppé, c'est vraiment l'homme de la superclasse mondiale. D'ailleurs, il avait dit à un de mes amis, qu'il a répété il y a bien longtemps, mais moi, dans le fond, je suis cosmopolite. Voilà. Et il est parfaitement, je crois, caractéristique, alors que je n'aime pas beaucoup Sarkozy, mais Sarkozy n'est qu'un valet de la superclasse mondiale. Il ne la représente pas vraiment, il ne parle même pas anglais correctement, et malgré ses efforts, je ne pense pas qu'il puisse en faire partie véritablement. Il n'est pas assez déraciné. On peut ajouter les dirigeants des grandes banques américaines, c'est-à-dire Goldman Sachs. Mais les dirigeants des grandes entreprises en général. Monsieur Cron, le PDG d'Alstom, qui vend son entreprise à General Electric, est un mauvais Français qui me paraît un digne représentant de la superclasse mondiale. Et puis les dirigeants de Bilderberg et de la Trilatérale. Alors, il y a effectivement des organismes, le CFR, Council of Foreign Relations, qui existait avant la fondation de la superclasse mondiale et qui vient des États-Unis. Il y a l'équivalent du CFR en Angleterre, qui est la Royal Institute
of International Affairs, l'Institut international, l'Institut royal pour les affaires royal des affaires internationales, et puis il y a plus récemment la création de Bilderberg. D'ailleurs, d'une certaine manière, Davos, le forum de Davos en Suisse, c'est la grande messe annuelle de la superclasse mondiale. Je ne dis pas que tous ceux qui y vont font partie de cette superclasse mondiale, mais en tout cas, c'est là que ces représentants les plus éminents se retrouvent. Non seulement ça, puis il y a aussi ce qui était pour montrer effectivement pour démonter le mirage du MPS, il y a ce qu'on appelle la French African Foundation, qui est un organisme qui a été lancé par les États-Unis. En français, la Fondation franco-américaine. La Fondation franco-américaine, dont l'objectif, effectivement, est de faire émerger, soi-disant, un certain nombre de responsables des médias. Avec les jeunes chefs, les young leaders. Voilà. Et certains de ces young leaders sont recrutés dans les banlieues. Voilà. Auprès justement des populations immigrées. Oui, non, mais bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a le fameux Cardrel, et c'est pour ça que je pense j'incite les auditeurs de Radio Courtoisie à lire un excellent article de la Fondation pour l'EMIA consacré à Yves de Cardrel, le patron de Valeurs Actuelles, qui, comme je crois le titre, c'est Identitaire à Valeurs Actuelles, et mondialiste au Figaro, puisqu'il s'exprime en tant que Cardrel au Figaro dans des éloges les plus échevelés du mondialisme, et il dirige un journal qui est sur une ligne je l'ai lu attentivement et j'ai été consterné, complètement effondré. Et je me rappelle Cardrel qui avait sa langue avait fourché, mais qui avait reconnu, je ne sais plus dans quelle émission de télévision, qu'il avait fait partie de la même promotion de la fondation franco-américaine que Najat Vallaud-Belkacem. Et effectivement, là aussi, dans le cadre de l'ingérence, c'est là qu'on voit effectivement, comme vous dites, cher Henri, qu'on a des politiques qui sont des valets de la superclasse mondiale. Il y a ceux qui en font partie, comme Alain Juppé, et les autres sont des valets. Voilà, et Sarkozy est un valet parce que Sarkozy trouvait normal, par exemple, que l'ambassadeur des États-Unis s'ingère dans la vie politique et la vie sociale française en participant en mettant en place effectivement un certain nombre d'initiatives à destination des banlieues. Oui. C'est-à-dire que les États-Unis se mêlent... Des banlieues de l'immigration. Des banlieues de l'immigration. C'est-à-dire que les États-Unis se mêlent de ce point de vue-là, on peut considérer que le précédent de la présence de 50 chefs d'État étrangers à l'occasion des événements de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, c'est un précédent redoutable, parce que c'est quand même une forme d'ingérence finalement dans la vie politique française. Et effectivement, là, au fond, on les invite à exprimer leur solidarité ou leur soutien au président Hollande, mais s'ils apportent leur solidarité ou leur soutien à une politique, ils peuvent, dans d'autres occasions, ce qu'a évoqué tout à l'heure Hervé Juvin, mettre en cause des politiques, c'est-à-dire les mêmes qui viennent dire nous venons de nous aider à soutenir entre guillemets la liberté d'expression victime des terroristes islamiques, peuvent dire nous vous interdisons d'empêcher ces braves musulmans d'imposer la charia dans les zones où ils sont majoritaires, et après tout pourquoi vous ne laissez pas la République islamique de Seine-Saint-Denis développer ses propres la présence des 50 chefs d'État, je ne pense pas que ce soit une ingérence, mais plutôt une globalisation, une mondialisation de l'événement. Mais je suis persuadé de ce que vous dites, c'est que si quelqu'un voulait mettre en France une politique de réimmigration, par exemple, ou entre autres, il trouverait l'opposition de la superclasse mondiale et des États-Unis et de tout ce mouvement d'opinion, au moins européen. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur l'illusion d'une transition politique douce. Non. C'est-à-dire que s'il y a une transition politique douce, enfin très clairement, il ne peut y avoir de changement profond qu'avec des changements radicaux dans l'état de l'opinion et dans les politiques qui sont conduites. Sinon, ce ne sera pas très différent. Peut-être que la première étape, qui est de toute façon nécessaire, c'est le recouvrement de la souveraineté nationale, et un parti souverainiste qui n'est
plus guère identitaire comme le Front National peut peut-être quand même nous aider à réaliser cette première étape. Arnaud Menu. Deux choses, c'est que d'une part, l'histoire de France nous a toujours prouvé que les changements n'ont jamais été faits par la réforme, contrairement à les changements en France sont toujours des changements brutaux et des changements violents. Absolument. Mais violents, c'est-à-dire que même le 13 mai 58, c'est-à-dire la mise en place de la Ve République, c'est quand même dans un cadre, c'est dans le cadre d'événements très particuliers qui on peut pas dire que ce soit des événements heureux. Ensuite, pour effectivement l'histoire de l'ingérence mondiale, les États-Unis l'ont déjà fait pour deux choses. C'est que à l'époque où je faisais mon école de journalisme, c'était au moment où il y avait la fameuse loi pour le voile, qui était suite à la commission Stasi sur la laïcité. Oui. Et je me rappelle très bien à l'école, on avait de papier du Monde, parce qu'on avait toujours un certain nombre de quotidiens et on avait l'édition du Monde tous les après-midi. Et je me rappelle d'un papier du Monde qui disait que déjà, je crois que c'était peut-être déjà le département d'État sous George Bush, qui disait que c'était pas très bien l'attitude de la France par rapport à ces musulmans voilés. Il y a d'une part, et puis plutôt des musulmanes d'ailleurs. Ouais, plutôt les musulmanes voilées. Et puis il y a le fait que l'un des acteurs majeurs de la volonté de faire adhérer la Turquie islamiste à l'Union européenne, ce sont les États-Unis. Alors que on sait que souvent les réseaux, ce qui reste de réseaux kémalistes ne sont pas très favorables à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Les plus favorables ça reste à voir. Je pense, c'est un autre sujet. Là, il s'agit de la politique turque, mais je crois que Erdogan, qui est un politicien génial, un homme politique génial, s'est servi de cette carotte de l'adhésion à l'Union européenne pour circonscrire d'abord et démolir ensuite le pouvoir kémaliste qui était investi dans l'armée, dans la justice, et il a réalisé avec en prétendant démocratiser la Turquie pour établir des critères conformes aux exigences européennes, il en a profité pour établir le pouvoir de l'AKP et éliminer et neutraliser les contre-pouvoirs qui étaient ceux des kémalistes. Aujourd'hui, il est arrivé à tel point de succès que le pouvoir kémaliste s'est effondré, il ne tient plus rien, et lui, il tient l'armée, il tient la justice, et donc il a franchi une étape suivante, c'est qu'il s'est attaqué au mouvement de Gülen, qui était son allié, qui est un mouvement très puissant, une franc-maçonnerie islamique, une confrérie, d'ailleurs ça s'appelle une confrérie chez les musulmans, et Gülen est aux États-Unis, et cette confrérie islamique est très pro-américaine, et lui, Erdogan, l'est beaucoup moins que Gülen. Et il est en train d'éliminer, en l'accusant de conspiration contre l'État, tout le mouvement de Gülen. Alors, ce qui était par contre très savoureux, entre guillemets, c'était la présence du nouveau Premier ministre turc, dont je ne me rappelle plus le nom. Un nom comme David Oglu, je crois. Oui, c'est ça. Et donc présent à la manifestation. C'est l'idéologue d'Erdogan. Présent à la manifestation d'hier, alors que, comme le font remarquer certains, un certain nombre de dessinateurs plutôt proches, on va dire, de la ligne de Charlie Hebdo sont poursuivis par l'État turc. Les gens de Charlie Hebdo auraient été en prison pendant 20 ans, ou voire exécutés. Voilà, ce qui prouve aussi l'ineptie parfois, je dirais, de la propagande médiatique un peu grossière de l'hyperclasse mondiale. C'est-à-dire, parfois, on a vraiment l'impression... Vous savez, la manifestation d'hier, effectivement, avec le représentant du gouvernement turc, l'UOF et quelques autres, c'est un peu comme une manifestation de défense des enfants auquel on aurait invité à participer Dutroux, Henri et quelques autres. Je vous en prie. Oui, voilà. Henri, pas Henri. Ou un ancien. Je parlais du. Pas d'Henri de Lescure. Non. Patrick Henry, mais non, ou alors. Patrick Henry, voilà. Patrick Henry. Ou un ancien de Charlie Hebdo, le fameux Fonte. Ou le fameux Fonte, absolument. Le pédophile ami de Philippe Val. Ouais. Il faisait un numéro dans un cabaret de chansonniers, Val et Fonte. Oui, c'était abject. Alors, nous allons lire la chronique du courrier des auditeurs de Radio Courtoisie. Nous n'avons pas eu le temps, bien que ce fût en principe le rendez-vous politique de la réinformation, de parler de tous les sujets d'actualité. Nous n'avons rien dit sur la loi Macron, qui aurait pourtant mérité des commentaires. Ce qui aurait été intéressant, c'est de parler, mais il faudra y revenir une fois prochaine, c'est de parler de Pegida en Allemagne. Oui, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Nous avons évoqué le sujet quand même. J'ai vu sur Twitter qu'on voulait lancer la même chose en France sous le nom de Lucide. Je ne sais pas, Lucide, ça veut dire Ligue d'Union. Henri de Lesquen, il n'y a pas Pegida en France parce que
il y a le Front National. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas l'équivalent. Mais encore faut-il que le Front National revienne à des positions identitaires. Laissez-lui le bénéfice de l'attaquer. Je crains malheureusement que ce soit plus grave que ça. Et que ce ne soit pas le bénéfice. Non, ce n'est pas seulement de l'attaquer ou du désir d'être politiquement correct. Je crois vraiment, et là j'ai des informations précises qui viennent de l'intérieur du parti, que malheureusement, les gens qui dirigent aujourd'hui le Front ne sont plus identitaires. Bon, le nommé Gaëtan Dussaucé, qui a été nommé par Marine Le Pen comme à la tête du FNJ à la place de Julien Rochdy, a expliqué pour lui, un Français à pois vert ou à pois bleu, quelle est l'expression qu'il employait, Jean-Yves de Gallou ? Vert à pois bleu, je crois. Vert Français... à pois bleu, à moins que ça soit bleu à pois vert. Un Français vert à pois bleu, pour lui, ça paraissait très bien, ça ne pose aucun problème. Tous les Français pourraient être verts à pois bleu, la France serait toujours la France d'après lui. Mais non, Arnaud Meunier, rapidement. Ce qui était là aussi, je pense, ce qui était sidérant dans les propos de Gaëtan Dussaucé, c'est qu'il mettait sur le même plan, pour la définition de ce qu'est un Français, un catholique et un musulman. Et là aussi, je pense que ce jeune garçon devrait faire un peu d'études d'histoire. Mais je crains malheureusement que ça ne soit l'expression naïve de la pensée du groupe dominant au sein du Front National, et peut-être même de Marine Le Pen elle-même, c'est ça le plus grave. Je crains malheureusement qu'elle ne soit pas identitaire. Bon, qu'elle n'ait pas compris ce que c'était que l'identité nationale.